La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Michel Delbrück, Carrefour des psychothérapies, édition de Bock, suite de la lecture du chapitre 7. La relation thérapeutique en psychothérapie. Point 3. Rappel de la psychanalyse de la relation d'objet. La psychanalyse de la relation d'objet va nous aider à bien comprendre et appréhender les souffrances archaïques de nos patients. Elle comprend les multiples apports de Mélanie Klein et des post-kleiniens. La plupart de ces auteurs se sont rencontrés à Londres, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Cette approche, au départ, a été plus anglo-saxonne et a conquis les États-Unis. Il a fallu dépasser les antagonismes et attendre plusieurs dizaines d'années pour que ces concepts puissent être intégrés sur le continent avec l'approche freudienne. Il en sera de même pour les théories de l'attachement dont les fondateurs se rencontraient. Il en est de même pour les théories de l'attachement dont les fondateurs se rencontraient également à Londres. Ces données sont explicitées en détail dans l'ouvrage de psychopathologie cité ci-avant. Ces conceptions peuvent nous aider à comprendre le fonctionnement de nos patients en souffrance, et ce, en médecine comme en psychothérapie. 3.1. Aperçu des auteurs kleiniens et post-kleiniens. 3.1.1. Mélanie Klein, 1832-1960. Mélanie Klein, psychanalyste originaire de l'école hongroise de psychanalyse, puis de l'école anglaise, a consacré son œuvre à l'étude des relations précoces de l'enfant. Elle est à l'origine de la psychanalyse de la relation d'objet. Pour elle, l'enfant appréhende le monde sous forme d'objets partiels, et il existe un monde intérieur, une activité fantasmatique, des mécanismes de défense, explicités plus loin, comme le clivage, l'idéalisation primitive de l'objet, l'identification projective, la mise en acte, acting out et acting in. Elle divise la première année de la vie en une phase paranoïde schizoïde, suivie d'une phase dépressive environ après l'âge de 8 mois. 3.1.2. Donald Wood Winnicott, 1896-1871. Pédiatre anglais, Donald Wood Winnicott est considéré comme le père de la psychanalyse des enfants. Il élabore une conception originale de la relation d'objet, du self et du jeu. Pour lui, la dépendance biologique et psychique de l'enfant à la mère revêt une importance considérable. En cas de défaillance de la mère, absente ou trop envahissante, l'enfant risque la dépression ou des conduites antisociales. Ces grands concepts sont la mère dévouée ordinaire, ordinary devoted mother, la mère suffisamment bonne, good enough mother, ainsi que le vrai et le faux self et l'objet transitionnel. Il transmet un idéal de non-rupture au sein de la relation avec l'enfant et au sein des institutions. 3.1.3. Wilfred Ruprecht Bion, 1897-1979. Disciple de Mélanie Klein, Bion, médecin, psychanalyste, conçoit un inconscient fondé sur le langage et divise l'inconscient en fonctions alpha, correspondant au phénomène et qui protège le sujet de l'état psychotique, et de la fonction bêta, correspondant au noumen, N-O-U-M-E-N-E, au noumen, qui met le patient à nu. Il souligne l'importance de la capacité de rêverie de la maman, comparable à l'écoute-attention flottante en psychanalyse. C'est la fonction alpha de la mère,
fonction de contenance et de métabolisation, qui va accepter contenir les éléments bêta du bébé, ces contenus psychiques toxiques. Le rôle du médecin et du psychothérapeute consiste également à contenir ces éléments que le patient ne peut plus à lui seul appréhender et contenir. 3.1.4 Michael Balin, 1896-1970. Michael Balin, originaire de Hongrie, entreprend une analyse avec Hans Sachs et Sándor Ferenczi, entre parenthèses, école hongroise de psychanalyse. Avec l'arrivée des troupes nazies, il quitte Budapest pour la Tavistock Clinic de Londres. Ses apports sont le défaut fondamental, le concept d'amour primaire et le travail sur la relation médecin-malade par l'entremise des groupes Balin. 3.1.5 Harold Searles, 1918-2015. Harold Searles, psychiatre et psychanalyste américain, ayant, comme Michael Balin, enseigné à la Tavistock Clinic de Londres, a travaillé pendant plus de 30 ans avec des patients schizophrènes en s'exposant à la pensée délirante, à la violence et à l'incohérence. Pour lui, le contre-transfert d'obstacles, qu'il est dans la cure classique, il y a une faute là. Pour lui, le contre-transfert d'obstacles qu'il est dans la cure classique devient ici l'instrument par excellence. L'analyste, en acceptant d'aller visiter ses parts d'ombre, ses propres noyaux psychotiques, se servira de ce seul matériel mis à sa disposition par lui-même, c'est-à-dire son contre-transfert, pour ses patients quasi muets. 3.1.6 Donald Meltzer, 1922-2004. Donald Meltzer, psychiatre, a achevé sa formation avec Melanie Klein et a travaillé également à la Tavistock Clinic à Londres. Il initie la notion de claustrum ainsi que celle d'identification intrusive en lieu et place de l'identification projective chez les personnalités particulières comme les paranoïaques, les psychopathes, les grands délinquants et les pervers narcissiques. 3.1.7 Didier Anzieux, 1923-1999. Didier Anzieux, psychanalyste français, développe notamment le concept de moi-peau. Il conçoit l'hypothèse que le nourrisson, pour survivre, ne peut s'appuyer, pour ses ressources propres, que sur les sensations qu'il ressent à la surface de sa peau. La peau est le siège des sensations proprioceptives, un des régulateurs du tonus, et partenaire de la construction d'un pré-moi corporel, précurseur du sentiment de l'identité personnelle et du sens de la réalité. Selon lui, la déprivation de ces échanges sensoriels conduit à l'hospitalisme ou à l'autisme. 3.2 Les concepts kleiniens utiles à la relation thérapeutique. 3.2.1 Mécanisme de défense du moi. Petit a, le clivage. Donc il y aura petit a, petit b, petit c, petit d, petit a le clivage, petit b idéalisation primitive de l'objet, petit c identification adhésive, petit d identification projective. Avec les types d'identification projective, petit 1 identification projective normale ou communicative ou adaptative, identification projective pathologique ou évacuatrice ou défensive, identification projective pathologique ou identification intrusive, identification introjective et acting out. Donc on va commencer par petit a, clivage. Le clivage est un mécanisme de défense qui permet au nourrisson d'appréhender le monde et sa mère en particulier sous forme de bons et mauvais objets.
entre parenthèses, bon saint, mauvais saint. Son rôle est de maintenir activement séparé le bon du mauvais, afin d'éviter qu'il ne soit contaminé ou détruit par le second. Il s'agit d'une défense contre une angoisse extrême, en particulier lorsque l'envie agressive et pathologique a rendu les mauvaises qualités de l'objet trop dangereuses. Ce mécanisme est conservé dans les états limites. Point. Petit b, idéalisation primitive de l'objet. Il s'agit d'un des premiers mécanismes que l'enfant utilise pour établir une relation où l'autre est paré de toutes les qualités, ne présentant ainsi aucun défaut. La menace permanente pour cet objet, cette personne, est le manque de perfection, au risque de réactiver l'angoisse destructrice et mortifère des mauvais objets. La solution est dans l'idéalisation encore plus grande de l'objet, soit dans le rejet et le dénigrement complet de l'ancien objet idéalisé. Les personnalités narcissiques conservent ce mécanisme. Petit c, identification adhésive. Mécanisme de défense primitif et fondamental, l'adhésivité est utilisée par le nourrisson de manière défensive pour élaborer son psychisme en le protégeant d'angoisses insurmontables dues à la conscience traumatique de processus de séparation, ou de manière régressive par certains enfants et certains adultes qui les utiliseront dans les états pathologiques ou dans les parties autistiques de leur personnalité. Cette adhésivité est aussi un mécanisme de défense pathologique qui permet de s'agripper à l'objet, à l'autre, pour éviter toute menace d'expérience de séparation ou d'individuation. Petit d. Identification projective. La notion d'identification projective est complexe, et il y a un risque qu'elle ne devienne un fourre-tout. Le concept général de Melanie Klein consiste dans l'expulsion des mauvaises parties de soi dans l'objet. Le nourrisson, confronté à ces figures d'attachement, apprend à structurer son monde interne, à définir les limites de soi, les frontières entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, et, plus tard, à accepter la coexistence du bon et du mauvais dans la globalité de la personne. L'introjection œuvre en association avec la projection. Le processus d'introjection-projection représente une véritable respiration psychique. L'identification projective, d'un point de vue psychogénétique, précède l'identification introjective. Elle fournit les bases sur lesquelles repose le développement normal de l'enfant. En effet, avant d'introjeter, c'est-à-dire d'intérioriser, d'intégrer, tout sujet incorpore, autrement dit s'identifie projectivement à son maître, nourrit le fantasme d'entrer dans son corps et est comme s'il était le maître. C'est dans un second temps que l'incorporation cède la place à l'introjection et que l'identification projective cède la place à l'identification introjective. Les types d'identification projective. Alors, petit 1, identification projective normale ou communicative ou adaptative. Cette forme concerne les objets externes et est basée sur la communication non verbale, entre le nourrisson et sa mère ou entre le patient et le thérapeute. Elle nécessite la présence de deux personnes et a pour fonction de communiquer des états affectifs, d'éprouver des émotions avec l'aide de la fonction alpha de l'autre. Pour Wilfred Bion, lorsque la mère et le nourrisson sont ajustés, l'identification projective est un processus d'influence réciproque, bidimensionnel et interactif, de caractère adaptatif plutôt que défensif. Elle apparaît au sein d'une relation d'amour réciproque, constitue un des fondements de l'empathie et devient à la fois véhicule de la communication d'états symbiotiques positifs et transmetteur des configurations d'attachement.
Pour Alan Shore, les transactions affectives psychobiologiquement ajustées créent un lien d'attachement sécure, entre parenthèses, maximisant les affects positifs et minimisant les affects négatifs. Il y a accordage entre l'hémisphère droit de la mère et l'hémisphère droit du nourrisson, de façon à recevoir et à être en résonance avec les fluctuations des états internes du bébé, favorisant ainsi, à travers l'expérience, la maturation du cerveau droit. L'identification projective devient pathologique seulement si elle est exclusive ou excessive, ou si elle n'est plus transitoire, mais un moyen de déni de la réalité. Deuxièmement, identification projective pathologique ou évacuatrice ou défensive. Cette forme consiste à se débarrasser d'une partie de soi, d'un contenu mental perturbant, de sentiments mauvais, persécuteurs, porteurs de pulsions de mort et de destructivité, mais aussi de sentiments bons, secourables, vécus comme idéaux, mais à préserver des attaques destructives du propre psychisme du sujet, par exemple dans l'érotomanie. En les évacuant dans une personne, un objet, et en les lui attribuant. Donc je recommence. L'identification projective pathologique, évacuatrice ou défensive, donc cette forme d'identification projective pathologique, consiste à se débarrasser d'une partie de soi, d'un contenu mental perturbant, de sentiments mauvais, persécuteurs, mais aussi de sentiments bons, secourables, en les évacuant dans une personne, un objet, et en les lui attribuant. Les personnes qui n'ont pas la capacité de tolérer les conflits internes remettent ces parties d'elles-mêmes à autrui, avec pour conséquence un appauvrissement intérieur et un sentiment de dépendance accru. Elles exercent une pression sur l'autre afin que celui-ci éprouve, comme faisant partie de lui, un affect, un vécu qu'elles ne peuvent accepter comme faisant partie de leur propre expérience de soi. Cette forme est pathologique en soi, mais fonctionne dans le développement normal de toute psyché, et est l'effet et la cause de la persécution. Elle peut opérer en l'absence de l'autre, de l'objet réel externe. Elle a pour utilité le déni de la réalité psychique. Dans ce cas, les interventions et ou les interprétations du thérapeute seront vécues comme des tentatives de repousser ou de réintroduire à l'intérieur du patient le contenu insupportable et effrayant. Petit 3. Identification projective pathologique ou identification intrusive. Cette troisième forme consiste à pénétrer en fantasme dans l'autre, dans l'objet. Entre parenthèses, sadisme anal et urétral. Et nourrir l'illusion d'être l'autre, d'être l'objet, de l'avoir vidé de sa substance, de l'avoir incorporé. Entre parenthèses, sadisme oral. Donc cette troisième forme d'identification projective pathologique consiste à pénétrer en fantasme dans l'autre, dans l'objet, et nourrir l'illusion d'être l'autre, d'être l'objet, de l'avoir vidé de sa substance, de l'avoir incorporé. Il s'agit de dégrader, contrôler ou prendre possession de l'autre. Il peut opérer en l'absence de l'autre, de l'objet réel externe. Il va s'en suivre des perturbations du sentiment d'identité. Elle est l'effet de l'envie. Pour Didier Houzel, il s'agit dans ce cas d'identification projective avec un objet interne ayant statut d'objet incorporé ou introjection narcissique. Ce processus est potentiellement aliénant. Peut conduire à la constitution d'un faux self, au délire, à la dépression, à la psychopathie, etc. Dans la clinique, il s'agira de distinguer s'il s'agit d'un objet incorporé aliénant ou d'un objet interne intégré. En fait, les autres, ou objets externes,
sont appréhendés comme des représentants des objets internes, c'est-à-dire des parts de soi, tout comme d'ailleurs ces objets internes représentent des personnes ou des objets externes. Le sujet va chercher dans le monde qui l'entoure une réplique de son scénario interne et va agir pour mettre l'autre à la place qui lui est assignée dans son fantasme omnipotent. Nous trouverons ces cas de figure chez les personnalités narcissiques, les pervers narcissiques, les psychopathes. Cette identification projective, que Donald Meltzer appelle intrusive, peut aussi consister à projeter sur l'autre un contenu mental perturbant et contrôler cet autre de par ce contenu, en pénétrer l'intérieur pour en prendre possession ou le dégrader. Quatrièmement, identification introjective. Pour Mélanie Klein et les post-kleiniens, l'identification projective est inséparable de l'identification introjective. Elle précède l'identification introjective. L'enfant absorbe, intériorise en lui les parties clivées, bonnes ou mauvaises, de même qu'il projette dans l'autre. Klein dira que ces deux mécanismes conjoints contribuent à instaurer de bonnes heures la confusion, en estompant temporairement les limites, d'une part entre soi et les objets, et d'autre part celle qui sépare le monde intérieur du monde extérieur. Le passage d'objet incorporé et projeté à celui d'objet interne introjeté représente l'essentiel du processus de développement mental du nourrisson et celui du patient en psychothérapie. Pour René Roussillon, l'identification introjective fabrique du moi. Elle établit l'objet dans le moi en l'y intégrant de façon différenciée et en même temps dessoude l'objet, l'autre du moi. Car, pour ne pas être aliénant, l'objet intériorisé ne doit pas être trop lié, soudé au narcissisme, au risque d'être aliénant, confusant, symbiotique. Cette inflexion ou bascule possible entre objet interne introjeté et objet interne incorporé, comme de l'identification introjective vers l'identification projective, représente la frontière entre la santé mentale et la psychopathologie. Et petit 5, acting out. Le passage à l'acte consiste à évacuer vers l'extérieur la réalité psychique interne avant que la relation à l'objet ou à soi ait pu être mentalisée. Il s'agit d'une transition imprévue et brutale de la représentation psychique à l'acte. Pain quotidien de la pratique du médecin dans les cas de somatisation massive, de passage à l'acte agressif dans la vie du patient et parfois dans la relation au thérapeute. 3.2.2 Psychogenèse kleinienne. Pour rappel, en termes de psychogenèse, les psychanalystes kleiniens divisent la première année de la vie en une position adhésive de 0 à 2 mois, puis en position paranoïde schizoïde de 2 à 8 mois, suivie d'une position dépressive après l'âge de 8 mois jusqu'à 12-13 mois. 3.2.3 Enjeu de ces concepts dans la relation thérapeutique. Dans la vie affective et en pratique clinique, dans le transfert, nous observons fréquemment ce mécanisme d'identification projective. Il consiste à identifier inconsciemment un affect ou un comportement et à le projeter, toujours inconsciemment, chez l'autre, en le manipulant de telle sorte que l'autre adopte celui-ci. Le sujet vérifie ainsi sa thèse de départ. Les auteurs ont mis en relation l'identification projective, ou IP, du patient, avec l'identification de l'analyste, qui est alors qualifiée d'introjective, II. L'un et l'autre s'identifiant avec les représentations de soi ou d'objets dans les fantasmes inconscients du patient.
La réaction contre-transférentielle peut alors devenir une source d'information pour l'analyste de ce qui se passe chez le patient. L'identification projective du patient et l'identification introjective du thérapeute vont en association être un dispositif précieux de la psychothérapie. En effet, le thérapeute et le patient vont entrer en résonance affective. Nous rejoignons ici le concept de contagion émotionnelle développé dans le paragraphe sur l'empathie. Pour Jean-François Gravouille, cette résonance affective qui se crée entre client et thérapeute vient chercher son énergie et probablement son effet anesthésiant sur l'awareness, entre parenthèses la conscience du thérapeute dans les propres zones de fragilité de ce dernier. Donc cette résonance affective qui se crée entre client et thérapeute vient chercher son énergie et probablement son effet anesthésiant sur la conscience du thérapeute dans les propres zones de fragilité de ce dernier. Les thérapeutes qui ont une réceptivité plus élevée paraissent prédisposés à entrer en résonance, sans pour cela qu'on puisse évoquer une moindre compétence ou un manque de travail thérapeutique personnel. On parle d'identification introjective concordante lorsque l'analyste s'identifie avec la représentation de soi du patient à un moment donné. Il se ressent comme le patient se ressent. Lors d'une identification introjective complémentaire, l'analyste s'identifie avec la représentation d'objets dans le fantasme transférentiel du patient. Il se ressent alors conforme à l'objet interne du patient, ce qui lui permet d'entrer en résonance avec la partie la plus troublée, car désavouée, du patient. Pour que le psychothérapeute reste éthique, efficace et présent à son patient, il devra avoir conscience de quelques notions que nous avons reprises ci-dessous. Alors, accepter l'inévitabilité de ces phénomènes de résonance. Avoir envers lui-même de la vigilance et de la bienveillance. Poser une paisible clairvoyance sur ses identités projectives et identités introjectives. Reconnaître ses limites et ne pas les faire porter à son client. Imaginer une échappée face à ces obstacles. Déchiffrer les signifiants et la dynamique sous-jacente. Envisager une aide extérieure, supervision, intervision, thérapie. Restaurer des liens tangibles et non projectifs. Traiter ces zones de fragilité et de vulnérabilité, et s'entraîner à percevoir et identifier ces résonances et leurs impacts sur soi et sur les patients. Point 4. Les 3 niveaux de la relation thérapeutique. 4.1. Les 3 niveaux de la relation thérapeutique. Pour les psychothérapeutes humanistes, 3 niveaux de la relation thérapeutique sont en jeu, à savoir la relation réelle, la relation transférentielle et la relation herméneutique. 4.1.1 La relation réelle. Le thérapeute et le patient sont 2 personnes en face à face, égales en dignité, bien que différentes sur le plan des ressources, nous explique Gilles Delille, et qui devront se rencontrer, dialoguer. C'est l'intégrité personnelle du thérapeute, son être-là de thérapeute, qui permettront que la relation soit réelle et par là réparatrice, en restaurant une autre façon de résoudre la demande du patient. Et cependant, la relation réelle n'est pas suffisante, car le thérapeute devra être conscient et tolérer les éléments ou la charge transférentielle que son patient va projeter sur lui. 4.1.2 La relation transférentielle. Dans ce mouvement transférentiel, le patient apporte son histoire, ses vécus douloureux et inachevés. Il rencontre son thérapeute de la manière qu'il a connue depuis toujours. Il rencontre son thérapeute de la manière qu'il a connue depuis toujours. La relation transférentielle répète et reproduit.
C'est comme si le patient souhaitait une réparation immédiate de son ou de ses questionnements antérieurs. La relation réelle sera à la fois la seule qui va réparer le patient, mais c'est la relation transférentielle qui va permettre de dévoiler la blessure que le patient demande de réparer. Cependant, si le thérapeute se réfère trop vite ou trop intensément à l'hypothèse transférentielle, il ne fera que renforcer un mouvement du patient vers l'évitement et la dénégation de la nouveauté. Une des difficultés réside dans le fait que chacun de son côté, patient et thérapeute, ne perçoit que l'une des figurations possibles réelles ou transférentielles. 4.1.3 La relation herméneutique. Lorsque le thérapeute comprend intimement l'expérience douloureuse de son patient, lorsque le patient apprécie la manière dont son thérapeute interprète et donne signifiant à son expérience, il y a entre eux un espace de reconnaissance. Les deux protagonistes de la relation sont dans une création commune, celle de la réalité expérientielle du patient. Il s'agit là de la relation herméneutique qui éclaire le processus et le rend dans son intégralité à la conscience des deux interlocuteurs. Bieswanger vient éclairer et soutenir le propos en affirmant, la communication entre le médecin et le patient ne doit jamais être saisie comme simple répétition. Donc, dans le cas positif, comme un transfert et un contre-transfert, et dans le cas négatif, comme une résistance et une contre-résistance, car la relation entre malade et médecin représente un fait nouveau et autonome de communication, un lien nouveau créé par les deux destinés, non seulement en fonction du rapport malade-médecin, mais encore et surtout en fonction de la relation purement humaine au sens d'une authentique collaboration. Donc, la communication entre le médecin et le patient ne doit jamais être saisie comme une simple répétition, donc dans le cas positif comme un transfert et un contre-transfert, et dans le cas négatif comme une résistance et une contre-résistance, car la relation entre médecin et malade représente un fait nouveau et autonome de communication, un lien nouveau créé par les deux destinés, non seulement en fonction du rapport malade-médecin, mais encore et surtout en fonction de la relation purement humaine au sens d'une authentique collaboration. Et là, on a un petit tableau, la règle des 3 R de Gilles Delisle. Donc on a relation herméneutique, reconnaissance, relation réelle, réparation, relation transférentielle, reproduction. Donc dans la relation transférentielle, le patient reproduit, ce qui amène une relation herméneutique où il y a reconnaissance de cette reproduction dans le transfert du patient et qui mène à une relation réelle de réparation de la souffrance psychique. 4.2 Effet des champs reproductifs. Pour dépister tous les phénomènes de champs qui se jouent au sein de la relation thérapeutique, Gilles Delisle et ses collaborateurs ont imaginé l'existence de 4 champs. Le champ 1 représenterait ce qui vit dans l'ici et maintenant dans la relation thérapeutique. C'est la transaction d'échange immédiat qui est en train de se produire entre le thérapeute et le patient. Il s'agit donc de la relation réelle dans le présent et qui se voudrait réparatrice. Le champ 2 reproduirait une situation identique dans un ici, mais à une autre époque, à un autre moment, et que l'herméneutique pourrait aussi éclairer. C'est toute l'histoire de la relation thérapeutique. Ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, je suis parti d'ici un peu défaite. Et le thérapeute dit, tiens, ce dont vous êtes en train de me parler maintenant, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Donc le champ 2 reproduirait une situation identique dans un ici, mais à une autre époque, à un moment
à un autre moment et que l'herméneutique pourrait aussi éclairer. C'est toute l'histoire de la relation thérapeutique. Donc, bon, ça il faut que je revoie, j'ai pas tout à fait compris. Alors, le champ 3 signifie la reproduction dans le présent, le maintenant, d'une situation vécue dans un ailleurs. Ce champ est celui pour lequel les personnes consultent, c'est-à-dire l'ensemble des relations significatives de la vie d'une personne. Cet ailleurs et maintenant peut aussi être explicité par l'herméneutique. Le champ 4 représente l'évocation inconsciente de type transférentiel, vécue dans un ailleurs passé ou un ailleurs jadis, et qui se reproduirait dans l'ici et maintenant de la relation thérapeutique. Au thérapeute de distinguer ce qui se joue de l'ordre de la relation réelle, de ce qui se rejoue de manière transférentielle dans un ailleurs ou du passé. Comment le patient reproduit-il des scénarios, des modèles internes opérants au cœur de la relation thérapeutique et dans le quotidien de ses relations? Grâce à ses perceptions corporelles, émotionnelles, son travail thérapeutique personnel et ses compétences théoriques, le thérapeute va se laisser percevoir les identifications projectives que nous avons abordées auparavant, ses propres réactions contre-transférentielles, etc. Pour Gilles Delisle, il s'agira de repérer les reproductions d'impasses expérientielles dans les divers champs de la vie du patient qui nous consulte, pour ensuite en abstraire le sens, de sorte que finalement nous puissions arriver à les dénouer, à trouver des façons de sortir de ce labyrinthe. C'est ce qu'il appelle la réparation. Il ajoute: la psychothérapie du lien est un processus par lequel nous traversons plusieurs cycles de reproduction, de reconnaissance, de réparation, et au moyen d'une forme dialogale particulière, le dialogue herméneutique se construit un sens de l'expérience. Donc la psychothérapie du lien est un processus par lequel nous traversons plusieurs cycles de reproduction, de reconnaissance, de réparation, et au moyen d'une forme dialogale particulière, le dialogue herméneutique se construit un sens de l'expérience. La construction dialogale va aller chercher dans l'expérience les fragments de sens qui se sont éclatés, qui se sont déliés, délités même, et leur permettre de se rassembler, de revenir ensemble pour générer un éclairage sur le sens d'une souffrance, sur le sens d'une trajectoire, et pour permettre au développement de se réactiver là où il s'était arrêté et enlisé. Donc le point 5 du chapitre 7, la relation thérapeutique en psychothérapie. Donc le point 5, ce sera la relation psychothérapeutique et ça fera l'objet du fichier audio suivant.